l'hommage qu'il mérite, et que l'occasion en est la parution chez Verdier d'un recueil de ses essais qui reflète son travail de traducteur et d'éditeur, on me permettra peut-être de commencer par quelques souvenirs personnels. Un matin, vers la fin de l'année 1987, j'ai décroché très tôt mon téléphone et j'ai entendu pour la première fois, au bout du fil, dans mon demi-sommeil, une voix très courtoise qui me disait « Bonjour monsieur, ici Bernard Simeone. Je dirige avec Philippe Renard le domaine italien des éditions Verdier. Mario Luzzi nous a transmis vos traductions du Quaderno Gotico et de Umbrindisi, qu'il trouve bonnes. Nous les avons lues et nous sommes de son avis. Nous souhaiterions les publier. Je dois venir bientôt à Paris. Est-il possible que nous nous rencontrions ?» Si je parle de moi, c'est parce qu'il me faut remonter à cette première rencontre pour dire quelle dette j'ai envers Bernard Simeone et Philippe Renard. Comme il le redit dans le récit qu'il fait des débuts de son parcours de traducteur dans l'entretien du 12 octobre 1990 avec Michel Vessière au Théâtre Poème de Bruxelles, dont on peut lire la transcription sous le titre « Textes en regard » dans le livre qui vient de paraître, lui-même et Philippe avaient traduit ensemble les textes que j'avais de mon côté traduits, sans aucun souci de publication, par nécessité profonde, impulsion irrépressible. Il aurait été naturel qu'ils publient leur traduction dans la collection Terra d'Altri. Or, ces deux traducteurs, déjà confirmés, ces aînés, surtout Philippe Renard, qui avait de l'Italie et de toute l'œuvre de Luzzi, et de tant d'autres poètes, une connaissance intime, ont jeté sur mon travail un regard généreux. On pourra toujours dire que l'assentiment de Luzzi, qui parlait, lisait et écrivait parfaitement le français, était une recommandation qui les avait incités à ce regard, certes. Et je pense que si mon manuscrit n'était pas passé par Florence, et si je l'avais envoyé directement chez Verdier, la réponse, peut-être, aurait été plus réservée. Peut-être. Ou peut-être pas. Il y avait une générosité chez Renard et Simeone que je n'ai que très rarement rencontrée ensuite. Ils m'ont aidé à parfaire mes traductions, ils m'ont fait des critiques constructives, nous en avons discuté, surtout avec Bernard, que je vis pour la première fois au Rostand, en face du jardin du Luxembourg, où j'avais mes habitudes d'étudiant, quelques semaines après son coup de téléphone. Il prit l'habitude de me téléphoner souvent. Son littéralisme, plusieurs fois évoqué dans ses propres textes sur la traduction, me fit plus d'une fois sursauter. J'étais déjà, pour reprendre la terminologie de Jean-René Amiral, un civiliste sans le savoir. Bernard, en dehors même de l'éventuelle influence d'Antoine Berman, était spontanément beaucoup plus sourcier que moi. Il voulait que le titre « Umbrindisi » fût traduit par un toast. Il y a le toast funèbre de Mallarmé derrière ce titre, qui est celui du long poème central du recueil, mais un toast tout seul sur une page de titre me semblait devoir faire davantage penser au pain grillé qu'à un discours prononcé en levant son beurre. Ce fut Philippe Renard qui trancha, je crois, en faveur de ma solution, une libation. Solution très imparfaite, puisqu'elle recourt à un mot trop noble alors que le mot italien est très courant, mais qui a au moins l'avantage d'employer un mot qu'on trouve dans le poème de Mallarmé, « Salut de la démence et libation blême », auquel répond le poème de Luzzi. Par la suite, lorsque je publiais, à la différence d'autres traductions de Luzzi, La barque, puis Prémices du désert, Bernard ne se priva pas de me faire des critiques sur mes choix. Elles allaient dans le même sens. J'avais pris un peu d'assurance, ayant passé longtemps en Italie, m'étant mis à étudier la langue avec assiduité. Sur bien des points, je lui donnais raison, mais non sur tous. Ainsi continua le dialogue, y compris à propos d'autres poètes que je me mis à traduire. D'abord sur les conseils de Mario Luzzi lui-même, et sur lesquels nous discutâmes. Bernard ne perdait jamais sa vigilance critique. J'ai eu l'occasion de le constater plusieurs fois. Et c'était précieux, car il aimait le dialogue, mais le voulait sans concession, n'ayant pas de complaisance vis-à-vis de lui-même. Nous étions d'accord sur un point qui fut ce qui nous lia profondément au destin de la maison Verdier.
qui m'offrit bientôt de créer un domaine germanique. On ne peut pas séparer les enjeux esthétiques de l'écriture, de l'art, de la poésie, de leurs enjeux éthiques. Bien des points nous séparaient dans nos goûts littéraires, dans notre conception de l'écriture politique. Mais non cette décision fondamentale. L'acte d'écrire et celui de traduire ne sont pas seulement d'affaires d'esthétique, mais aussi de morale. Ils engagent la responsabilité de celui qui s'y livre, sa responsabilité envers le lecteur, envers la communauté qu'engage la langue, enfin envers l'auteur traduit ou envers les auteurs qui nous précèdent, envers soi-même enfin, ce qui n'est pas la moindre exigence. La réflexion de Bernard sur la traduction est considérable. Elle est tributaire d'une époque, certes, mais elle est nourrie aussi de théoriciens peu connus en France. Franco Fortini, notamment. Ce n'est pas une réflexion théorique au sens où Bernard Siméon a soin de poser les limites de la théorie et revendique, de façon très permanente, le droit, le devoir même, de partir de son expérience de traducteur, d'une approche donc de la phénoménologie du traduire. On sait que cette prééminence du modèle phénoménologique a conduit Berman à emprunter, de manière féconde, plusieurs concepts cruciaux de sa traductologie à Lévinas. Assez curieusement, si l'on y réfléchit, la vision de la traduction comme rapport à l'autre qui découlait de cette influence voisinait chez Berman, non pas dans toute son œuvre, mais dans la partie centrale de celle-ci, dans les textes dont Bernard Siméon put avoir connaissance, car beaucoup d'autres, on le sait, ont paru depuis une dizaine d'années. Et voisinait donc avec un refus de penser la traduction comme communication. Cette défiance vis-à-vis de la communication comme telle se retrouve chez Bernard Siméon, dans la mesure où la communication lui paraît fondée sur un modèle qui privilégie la transparence, l'efficacité. Donc l'effacement du traducteur comme tel, réduit au rang de simple transmetteur, alors que la traduction, pour quiconque la pratique comme Bernard Siméon, comme Bernard lui-même, comme les traducteurs authentiques, je n'ose dire comme moi, la traduction comme expérience vivante est une expérience d'écriture, et pas seulement de reproduction passive ou de transmission d'un contenu. Berman n'avait pas de mots assez durs pour la traduction de la parole creuse, celle des journaux, des modes d'emploi, des discours politiques. Que la valorisation du travail du traducteur de la parole pleine, littéraire, poétique, est pour contrepartie une dévalorisation du travail des interprètes ancillaires, une prolétarisation intellectuelle de ceux-ci, censés habiter un continent différent de la poésie, avec un grand P, de la littérature, avec un grand L, c'est ce qui me pose aujourd'hui un problème grave. Mais c'est sans doute aussi grâce à ce refus tranché que la traduction, comme sujet littéraire, a pu conquérir sa dignité, son autonomie. Il fallait affirmer que la traduction mérite qu'on y réfléchisse et qu'elle n'est ni un pur problème technique, ni un pur acte linguistique. La vérité, c'est que le mot « communication », sans doute sous l'influence de la lecture de l'essai de Walter Benjamin sur la tâche du traducteur, charte de tous les sourciers, fit l'objet sous la plume de Berman d'une sorte de malentendu. On retrouve un écho de ce malentendu dans certains propos de Bernard Siméon. Georges Mounin, linguiste et critique de poésie remarquable, l'un des fondateurs de la pensée française moderne en matière de traduction, pouvait publier en 1969 un essai intitulé « La communication poétique » sans prétendre pour autant réduire la poésie à la parole creuse. Lui qui, dans le même volume, était l'un des premiers critiques à analyser l'œuvre de René Char. Dans les années 70, puis surtout 80, la théorie de l'information et la communication a pris une autonomie dangereuse, elle s'est technicisée, elle est devenue le bras armé de l'hyper-capitalisme décomplexé qui fait aujourd'hui des ravages. La tâche des écrivains, des poètes, des traducteurs,
des éditeurs de littérature, de quiconque a conscience de l'éminente dignité du langage, ne peut être que de résister à cet asservissement de la parole à des fins mercantiles. Mallarmé, en visionnaire, dénonçait déjà l'universel reportage qui a tout envahi. Pour autant, cette communication purement technique est le contraire de ce qu'énonce le mot. Elle n'est en rien une communion, un partage. Elle en est caricature. Elle n'est pas le partage d'un sens, mais l'imposition forcée de conduite et de slogans aux esprits en mal de certitude et d'affirmation de soi. Donner une chance à l'hypothèse du sens, c'est bien cela qui fait de la traduction un des mots de la communication poétique, la seule vraie communication entre les esprits, celle qui ouvre au dialogue, à l'échange, à l'écoute. Le modèle communicationnel en matière de traduction ne doit pas être invalidé sous le seul prétexte que des buts mercantiles se sont emparés du mot communication pour en altérer profondément le sens. Naturellement, tout ce que dit Bernard sur la contagion de l'univers du livre par la logique commerciale de la production de biens culturels est d'une vérité implacable. L'évolution actuelle lui donne pleinement raison. Nous avions trouvé chez Verdier un espace miraculeusement préservé des logiques de la rentabilité et qui est resté grâce à la vigilance prudente des fondateurs. Ainsi, lisant aujourd'hui cet éloge de la métamorphose que représente toute traduction pour celui qui traduit et pour l'auteur qui le traduit, je poursuis avec Bernard Siméon, vous le voyez, le dialogue que la mort a interrompu, mais qui perdurera au-delà de nos êtres transitoires. La conscience qu'il avait des enjeux de la traduction fait de ce petit livre, avec ses 70 pages si denses, dont l'extrême cohérence d'un texte à l'autre prouve la constance d'une pensée, un livre de référence. Bien plus encore qu'un précieux témoignage, ce qu'il est aussi sur le parcours d'un traducteur. Les 13 années où nous avons pu dialoguer, lui l'aîné et moi un peu plus jeune, moins exclusivement tourné que lui vers l'Italie, mais profondément attaché au dialogue franco-italien, ont été pour moi des années formatrices. Ces quelques propos sont aussi, tout simplement, une manière de lui témoigner, à tous les sens du terme, ma reconnaissance.